Mon fils l'a dit si facilement, comme s'il commentait la météo. Tu n'es plus une priorité, maman. Comme ça. Sans un instant, sans honte, sans la moindre trace de ce que j'avais représenté pour lui pendant 45 ans. Je me tenais près du comptoir de la cuisine, tenant un plateau de lasagne maison que j'avais cuisiné pour eux, lui, sa femme, les enfants. Il était encore chaud dans mes mains, et soudain, je ne savais plus quoi en faire. Il ne savait pas que j'étais dans le couloir. Je venais d'entrer comme d'habitude. J'avais encore mon double de clés, même si quelque chose me disait que je ne le ferais plus pour très longtemps. J'ai entendu des voix basses et rapides dans le salon, juste assez pour me faire réfléchir. « Ta mère est trop », disait Sandra d'une voix tendue. Elle débarque à l'improviste, nous apporte de la nourriture qu'on n'a pas demandé. On dirait qu'elle veut emménager. Je sais, a répondu Jeff. Mais je lui ai dit qu'elle n'était plus une priorité. On a notre vie à nous. Elle doit se calmer. Plus une priorité. Je suis restée là quelques secondes, incertaine de la résistance de mes genoux. Ni occupée, ni dépassée, juste pas une priorité. J'ai ouvert la porte d'entrée en silence et suis ressortie, m'assurant qu'elle claquait doucement derrière moi. Les lasagnes, je les avais laissées sur le perron. Le trajet du retour était silencieux. Pas de musique, pas de radio, juste le bruit de ma respiration et le grincement occasionnel de la vieille Volvo. La même voiture que Jeff m'avait supplié de lui acheter 12 ans plus tôt pour ses études. Je l'avais achetée, bien sûr. Ça et tout le reste. De retour dans ma cuisine, je me suis préparé une tasse de thé. La bouilloire sifflait comme toujours. Rien n'avait changé, et pourtant tout avait changé. Assise à la petite table ronde au bord ébréché, je fixais le mur. Il y avait des photos dessus. Jeff a 4 ans, souriant sans dents de devant. Jeff a sa remise de diplôme, avec moi à ses côtés, ma main serrée sur son épaule. Nos vacances en famille à Cap Cod en 1996. Tout. Les miennes, mes moments, mes sacrifices, ma fierté. Je l'ai élevé seul. Son père est parti quand Jeff avait 10 ans. Je n'ai jamais blâmé le garçon. J'ai cumulé 2 emplois, parfois 3. J'ai épargné pour ses études. Je l'ai aidé à payer son premier prêt immobilier. Je me suis occupée de ses enfants quand Sandra a repris le travail. Je n'ai jamais rien demandé en retour. Ni un merci, ni une carte, ni même une place au dîner de Noël. Mais je ne m'attendais pas à devenir invisible. Je n'ai pas pleuré ce soir-là. Pas encore. Au lieu de cela, j'ai ouvert le tiroir où je rangeais mes dossiers financiers. Je n'y avais pas jeté un coup d'œil depuis des mois, peut-être des années. De vieux talons de chèque, des relevés bancaires, un dossier intitulé Jeffrey. J'avais soigneusement écrit son nom en cursive. Il y avait des reçus, des frais de scolarité dans une école privée, des paiements pour une colonie de vacances, des factures d'orthodontie, l'acompte pour leur maison actuelle. Plus de 180 000 $ au total, me suis-je rendu compte en feuilletant. Je n'avais jamais vu les choses sous cet angle. Je ne lui avais pas donné d'argent. Je lui avais donné la tranquillité d'esprit, la liberté, des opportunités. Et maintenant, je n'étais même plus une priorité. Je n'ai pas fermé l'œil cette nuit-là. J'allais de la chaise à la fenêtre, puis de nouveau à la fenêtre. J'ai repensé à toutes ces fois où j'avais ravalé de petites humiliations au nom de l'harmonie familiale. À Sandra qui ne me regardait jamais dans les yeux. À mes enfants qui ne connaissaient pas ma date de naissance, sauf si elle apparaissait sur Facebook. À Jeff qui ne m'avait pas serré dans ses bras depuis des années. J'ai aussi pensé au testament. Ma maison était modeste, mais rentable. Il me restait quelques investissements de mes années à la clinique et de la retraite de mon mari. Rien d'extravagant, mais suffisamment pour faire une différence. Surtout pour des gens comme Jeff, qui avaient toujours eu un besoin. Mais maintenant, je n'étais plus une priorité. Alors peut-être était-il temps que je fasse des changements. Des changements discrets, comme je l'avais toujours fait.
Mais cette fois, pas pour eux, pour moi. Je me suis réveillée tôt le lendemain matin sans avoir besoin de réveil. Mon corps était agité, comme s'il n'avait pas oublié ce qui s'était passé la nuit précédente. Les mots ont résonné à nouveau avant même que mes pieds ne touchent le sol. Tu n'es plus une priorité. Je suis restée assise au bord du lit un long moment, à regarder la lumière s'étendre sur le tapis. Ce genre de soleil matinal pâle qui autrefois procurait une sensation de paix. Aujourd'hui, il ne me montrait que la poussière dans les coins et mon inquiétude. J'ai préparé du café. Pas le café raffiné que Jeff et Sandra boivent, mais celui instantané que j'ai toujours gardé dans sa boîte. Une cuillère à café, de l'eau bouillante, un peu de lait. La tasse me réchauffait les mains, mais sans plus. Une fois la tasse vide, je me suis dirigée vers le secrétaire du salon, celui qui appartenait à ma mère. J'ai ouvert le compartiment principal et j'ai sorti l'enveloppe Kraft où je gardais ce que j'appelais ma liste d'urgence. Ce n'était pas vraiment pour les urgences. C'était une habitude que j'avais prise après le départ de Jeff pour l'université. Juste un moyen de savoir où allait l'argent. J'ai disposé les documents sur la table un par un. 3200 $. Prêt auto co-signé en 2010. 11 000 $. Formation certifiante de Sandra, payée en 3 fois. 70 850 $ pour un appareil dentaire pour Madison, leur aîné. 5 000 $ pour une aide temporaire pour le business plan de Jeff, qui n'a jamais abouti. 28 000 $ d'acompte pour la maison. 9 600 $ supplémentaires pour les frais de scolarité des enfants pendant 4 ans. Et ce n'était que la partie visible. Il y avait aussi des choses non comptabilisées, les courses, les cartes d'essence, l'argent du Père Noël pour son anniversaire. Je me répétais toujours, c'est comme ça que la famille fonctionne. C'est comme ça que l'amour se présente. Mais l'amour, je l'apprends, a une autre facette. Une facette que j'avais trop longtemps ignorée. Le courrier est arrivé en milieu de matinée. J'ai entendu le clic de la fente, et une pile d'enveloppes est tombée au sol. Parmi elles se trouvait une invitation brillante avec des lettres dorées. Vous êtes invité. L'événement de lancement de l'entreprise de Sandra. J'hésitais entre rire et le déchirer en deux. Alors je m'en suis abstenue. Je l'ai glissé sous le journal et je suis partie. Vers midi, j'ai décidé de quitter la maison. J'avais besoin d'air. J'ai enfilé mes chaussures de marche et mon vieux cardigan beige et je me suis dirigée vers le parc. C'était calme, comme toujours. Quelques joggeurs, un couple promenant un chien, des canards traçant des sentiers tranquilles sur l'étang. Je me suis assis sur un banc où Jeff avait fait ses premiers pas. Je me souvenais de sa façon d'avancer en titubant, les bras tendus, et de s'effondrer dans les miens en riant. J'avais pleuré ce jour-là, submergée par la joie. Maintenant, j'étais assise au même endroit, ressentant une sorte de chagrin. Je suis restée là plus d'1 heure. De retour à la maison, j'ai appelé ma banque. La femme au bout du fil avait une voix claire et répétée. Bonjour, Riverlandes Bank. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Oui, ai-je dit calmement. Je m'appelle Lynette Baxter. J'aimerais parler à quelqu'un de la suspension de mes virements automatiques et de la révision de la procuration relative à mes comptes. Il y eut un silence. Certainement, mademoiselle Baxter. Un instant, s'il vous plaît. 1 minute plus tard, un homme nommé Gérald prit la ligne. Il demanda quelques détails, puis confirma poliment. Oui, j'avais plusieurs virements mensuels destinés au foyer de mon fils. Charges, frais de scolarité, une assurance. Il les lut comme sur une liste de courses. Je voudrais qu'ils soient tous suspendus, dis-je immédiatement. Suspendus, répéta-t-il. Tous. Oui, chacun. Il hésita. Avez-vous besoin d'un délai pour y réfléchir? On peut prendre rendez-vous. Non, l'interrompis-je gentiment. J'y réfléchis depuis des années. Je ne fais que passer à l'action maintenant. Compris,
dit-il. Nous allons lancer la suspension aujourd'hui, en attendant votre signature à l'agence. Merci, Gérald. Il resta silencieux un instant, puis ajouta, Madame Baxter, tout va bien? Je souris légèrement. Oui, je crois que c'est la première fois depuis longtemps. Quand j'ai raccroché, la maison semblait différente. Ni vide, ni encore paisible, mais quelque chose avait changé. Je me suis préparé un déjeuner, un simple sandwich et une pomme, et je l'ai mangé à la table où j'avais autrefois organisé des dîners de Noël pour 12 personnes. Je me suis souvenu des rires, des couronnes en papier, de Jeff découpant la dinde comme s'il était l'homme de la maison. J'ai laissé les souvenirs remonter, puis je les ai laissés partir. Ce soir-là, j'ai sorti le dossier intitulé « Testament et succession ». Je l'ai posé sur le bureau, je l'ai ouvert et j'ai pris un stylo. Demain, j'appellerai mon avocat. Le cabinet n'avait pas changé depuis des années. Même mur lambrissé, même certificat encadré, même horloge qui tic-tac au-dessus de la porte qui rendait chaque silence plus long. Gerald Monroe s'occupait de mes affaires depuis avant le mariage de Jeff. C'était un homme posé, du genre à ne sourire que de bonne foi et à ne pas poser plus de questions que nécessaire. J'aimerais mettre à jour mon testament, dis-je en posant le dossier sur son bureau. Il l'ouvrit lentement en hochant la tête. Souhaitez-vous modifier quelque chose de particulier? Oui. Je souhaite retirer mon fils de la liste des bénéficiaires principaux et créer une fiducie pour ma petite fille, Lucie. Il marqua une pause au milieu de sa note, puis leva les yeux. Est-ce récent? Je souris faiblement. Cela faisait longtemps que ça se préparait. Je n'avais simplement pas trouvé le courage d'y faire face. Gérald n'en demanda pas plus. Au lieu de cela, il exposa les options, d'une voix posée. Nous avons discuté des fiducies révocables et irrévocables, des clauses viagères, des détails des éventualités. C'était un peu clinique, mais j'en étais reconnaissante. Être traitée comme une cliente plutôt que comme une vieille dame pitoyable avait quelque chose de plus agréable à respirer. Tandis que nous remplissions les papiers, mon esprit se tourna vers Lucie. 18 ans au printemps dernier. Toujours gentille, toujours attentionnée. Elle était la seule à venir me rendre visite sans qu'on la lui demande. Elle apportait des livres, s'asseyait sur le canapé, les genoux repliés sous elle comme un chat, et écoutait quand je parlais. Elle m'a vraiment écouté. Je lui avais un jour offert un médaillon en argent ayant appartenu à ma mère. Elle ne l'avait plus quitté depuis. À la fin de la réunion, Gérald avait rassemblé les documents. On aura tout finalisé d'ici une semaine, a-t-il dit. Et je mettrai aussi à jour la procuration. Oui, ai-je acquiescé. Retirez Jeffrey. Il a de nouveau hésité. Tu es sûr? J'en suis sûr. Quand j'ai quitté le bureau, le soleil avait baissé dans le ciel, projetant de longues ombres sur le trottoir. J'ai marché lentement jusqu'au coin de la rue, me suis arrêté à la boulangerie et me suis acheté une petite tarte aux pêches. C'était presque idiot, mais je n'avais rien acheté rien que pour moi depuis des années. À la maison, j'ai préparé du thé et me suis assise sur la véranda. La tarte était sucrée et feuilletée, et je l'ai mangée lentement, en regardant la rue où les enfants passaient à vélo dans des poires. L'espace d'un instant, je me suis sentie à nouveau une femme, pas seulement une mère, une grand-mère ou une source d'argent et d'aide. Juste Lynette, une personne avec un nom et une voix. Le téléphone a sonné vers 18 heures. J'ai reconnu le numéro avant de décrocher. Jeff. Salut, maman, a-t-il dit. Sa voix était étrangement optimiste, comme quand il a envie de quelque chose. Dis donc, Sandra et moi pensions. Tu es libre ce week-end? Tu viendras peut-être bruncher. Lucie sera là. Il y avait quelque chose de prudent dans son ton. Quelque chose de répété. J'entendais presque Sandra faire les 100 pas derrière lui, murmurant son texte. Ils avaient découvert pour les comptes, pour l'avocat. Quelque chose avait changé. Je te tiens au courant, ai-je dit.
Il s'est arrêté, surpris. Tout va bien. Je crois, ai-je répondu. Pourquoi? Aucune raison. C'est juste que tu as une voix différente. Je me sens différente. Un autre silence. Bon, tiens-moi au courant. On a raccroché. J'ai fixé le téléphone un moment de plus, puis je l'ai reposé sur son support. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Mais ce n'était pas le genre d'insomnie habituelle, agitée et pesante. C'était plus clair, plus calme. J'ai passé les petites heures à trier des choses que je n'avais pas touchées depuis des années. Des albums photos, des cahiers, des lettres que Jeff avait écrites depuis l'université, quand il avait encore besoin de moi. L'une d'elles, particulièrement froissée, disait « Merci, maman. Je n'aurais pas pu faire ça sans toi. » Je parcourus les mots du doigt, me souvenant du garçon qui les avait écrits, et me demandant quand exactement il avait disparu. À un moment donné, je sortis le pull que je tricotais. Je n'y avais pas touché depuis des mois. Bleu pâle pour Lucie. Elle avait choisi la laine elle-même lors d'une de nos promenades en ville. À l'aube, j'avais terminé la manche gauche. Le samedi arriva avec un soleil pâle et un coup inattendu à la porte. Je n'étais pas encore habillée, encore en peignoir, les cheveux épinglés en désordre, la bouilloire sifflant à peine sur le feu. J'entr'ouvris la porte, m'attendant peut-être à la voisine avec du courrier mal distribué, mais c'était Lucie. « Salut, grand-mère », dit-elle doucement en tenant un sac en papier craft. J'apportais des scones aux figues et aux noix. Je reculai sans un mot et la laissai entrer. Elle se déplaça comme toujours, légère et silencieuse, posant le sac sur le plan de travail de la cuisine, ouvrant les placards sans demander la permission, disposant 2 assiettes et du beurre. J'aimais ça chez elle, qu'elle ne demande pas si elle pouvait aider. Elle l'a fait, tout simplement. Nous étions assis à la table de la cuisine, tandis que la vapeur de montée se répandait dans l'air matinal. « J'ai entendu », dit-elle après un long silence. « Je n'ai pas demandé quoi. »« Papa est rentré du travail hier furieux, » poursuivit-elle. « Il y a quelque chose à propos de ta grand-mère qui a gelé les comptes et qui a dépassé les bornes. » Il faisait les 100 pas comme si on lui avait volé ses clés. J'ai pris une longue gorgée de ma tasse. Il n'arrêtait pas de dire que ce n'était pas juste, que tu ne lui avais rien dit, que tu dramatisais. Je l'ai regardé. Tu trouves que j'exagère? Lucie a cassé un scone en 2. Je crois que tu es en retard. J'ai souri, un vrai sourire. Elle a tendu la main par-dessus la table et m'a touché la main. Je suis contente que tu l'aies enfin fait, grand-mère. Tu leur en as assez donné. Papa ne le voit pas, mais moi, si. Tout. Les trajets, les frais de scolarité, les sacs de courses, ta façon d'être toujours disponible pour leur survie. J'ai avalé, j'ai senti une boule dans ma gorge. J'ai toujours pensé, a-t-elle continué, que si tu disparaissais un jour, ils ne s'en apercevraient pas tout de suite, mais les factures, si. Elle l'a dit sans cruauté, juste la vérité. Le silence s'est prolongé. Puis j'ai demandé doucement, « Tu as honte de moi ?» Elle a relevé la tête. « Quoi ?» Jeff a dit que je n'étais plus une priorité. Ça, je suis trop impliquée, trop. Je marquais une pause. Parfois, je me demande si je ne me suis pas rendue ridicule en donnant autant, en attendant quelque chose en retour. Les yeux de Lucie s'emplirent d'une lueur féroce et triste. « Tu n'es pas ridicule. Tu es rare. » La bouilloire s'éteignit. Je me levai pour me préparer une nouvelle théière, pétrissant le mouvement. Mes mains tremblaient à peine, mais c'était un tremblement régulier, que je savais supporter. Lucie resta jusqu'à midi. Nous ne parlâmes plus d'argent. On a parlé du pull que je lui faisais, de ses cours, d'un garçon qu'elle aimait bien. Jonas, un étudiant en musique qui portait trop de bagues mais la faisait rire. Quand elle est partie, je me suis postée à la fenêtre et je l'ai regardée descendre la rue. Elle s'est retournée et m'a fait un signe de la main. Ce petit geste m'a comblé plus que 100 brunchs ne le pourraient.
Le reste de la journée s'est écoulé lentement. J'ai fait la lessive, changé les draps, arrosé les hortensias, puis, peu après 16 heures, je me suis souvenu d'un souvenir qui m'a serré la poitrine. Demain, c'était l'anniversaire de Sandra. J'avais pris un petit mot dans mon agenda. Je lui offrirais des fleurs, toujours des lys, et un chèque cadeau pour ce salon de beauté qu'elle aimait. Une année, j'ai même préparé son gâteau préféré moi-même, malgré l'arthrite dans mes mains. Cette année, je n'avais rien acheté. Et pour une fois, je ne me sentais pas coupable. Je me demandais s'il remarquerait, s'il m'appellerait pour me demander si j'avais oublié, s'il serait surpris d'apprendre que non, que j'avais simplement choisi de ne pas agir. À 7 heures, le téléphone a sonné. Je n'ai pas répondu. À 7h30, nouvelle sonnerie. Puis un SMS. Salut maman. Je me demandais juste si tu vas bien. Sandra t'embrasse. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai ouvert le tiroir où je rangeais mes vieux carnets, ceux avec les listes de courses et les poèmes à moitié écrits. J'ai trouvé une page de l'hiver dernier, juste un vers que j'avais dû écrire dans un moment de douleur. Il n'aime que la part de moi qui donne. J'ai fixé la phrase un long moment. Puis, sur la ligne en dessous, j'ai écrit « Qu'ils apprennent à aimer la part qui ne donne pas ». Le dimanche matin a commencé avec une brise qui apportait l'odeur de l'herbe coupée par la fenêtre ouverte. Je me tenais pieds nus dans la cuisine, coupant lentement une pomme. La maison était silencieuse. Si silencieuse que j'avais l'impression qu'elle m'écoutait respirer. Ce silence m'avait autrefois effrayé. Maintenant, c'était comme une page blanche. À midi, j'avais reçu 3 autres SMS de Jeff. Maman, tu as reçu mon message? Sandra se demande si tu vas bien. Appelle quand tu as un moment, s'il te plaît. Pas une seule mention de son anniversaire. Juste une vague inquiétude, étrangement programmée, comme si elle s'accompagnait d'une prise de conscience. À 14h15, la sonnette retentit. Je n'attendais personne. Je m'arrêtais en plein balayage, mon balai toujours à la main. Je jetai un coup d'œil par le Judas. C'était Jeff. Je n'hésitais pas. J'ouvris la porte. Il se tenait là, avec un étrange mélange d'assurance et de malaise, vêtu de son pull du week-end et de ce léger froncement de sourcils qu'il avait depuis l'enfance lorsqu'il répétait des répliques dans sa tête. « Salut », dit-il. « Salut. » J'étais dans le quartier. Bien sûr qu'il y était. Je m'écartai. Entrez. Il entra comme quelqu'un qui s'y était habitué, mais qui n'y était plus vraiment à l'aise. Son regard se porta sur la cuisine, puis sur le couloir, comme pour y scruter un éventuel désordre ou un drame. « Tu as été silencieuse ces derniers temps », dit-il en s'asseyant à la table. « J'ai eu beaucoup de choses à penser. » Il s'éclaircit la gorge. « Écoute, si c'est bien ce que j'ai dit. » Interrompis-je doucement. Mais pas seulement, il cligna des yeux. C'est une question d'années de générosité, continuai-je. Être présente, payée, organisée, se plier en 4 pour être utile, et me regarder lentement disparaître au passage. Il se rassit, les bras croisés. Pas encore sur la défensive, mais pas ouvert non plus. Je ne l'ai pas fait par devoir, dis-je. Mais je pensais, au fond de moi, que l'amour me ferait une place. Jeff baissa les yeux vers la table. Un minuscule éclat dans le bois attira son regard. Sandra était tendue, murmura-t-il. Ça a été une année difficile, et je le comprends. Je l'ai compris chaque année depuis ta naissance. Sa mâchoire se crispa. Jeff, dis-je, quand tu as dit à Sandra que je n'étais pas une priorité, tu ne disais rien de nouveau. Tu évoquais une vérité qui grandissait entre nous depuis longtemps. Il ne répondit pas. Je me penchai en avant, les coudes posés délicatement sur la table. Tu voulais savoir pourquoi les comptes étaient gelés, pourquoi les paiements s'arrêtaient. C'est parce que j'avais besoin de découvrir ce qui restait de notre relation sans eux. Il leva alors les yeux. Son regard était incertain. Et il demanda doucement.
J'ai souri, sans amertume, mais sans chaleur non plus. Nous allons bientôt le savoir. Nous sommes restés assis en silence. Le genre de silence qui n'est pas gênant, juste lourd. Lourd de choses que nous n'avions pas dites depuis des années. Lucie m'a dit que tu avais modifié ton testament. Oui. Il hocha lentement la tête, un long soupir quittant sa poitrine. Et tu lui as fait confiance. Oui. Une autre pause. Elle est jeune, dit-il. Elle ne sait pas à quel point tout cela est compliqué. Elle en sait assez pour se montrer. Elle en sait assez pour me demander comment je vais sans rien demander. Je voyais ses lèvres se contracter, comme s'il voulait argumenter sans trouver de terrain d'entente. Il se leva brusquement et repoussa la chaise. D'accord, dit-il. Je voulais juste dire que je ne le pensais pas comme ça. Jeff, dis-je doucement. C'est vrai. Il me regarda alors, non pas comme un enfant regarde ses parents, mais comme un homme regarde une personne qu'il ne comprend pas bien. Je t'appelle, dit-il. Tu dis toujours ça. Il hésita à la porte. Puis-je encore passer? Bien sûr, en tant que mon fils, pas en tant que personne à charge. Il hocha la tête une fois, puis partit. Lorsque la porte se referma derrière lui, je restai assise un long moment. Mon thé avait refroidi sur le comptoir. Je ne l'avais pas réchauffé. La visite n'avait pas fait aussi mal que je le craignais, mais elle n'avait rien guéri non plus. Elle avait simplement clarifié les choses. Plus tard dans la soirée, j'ai sorti une page blanche de mon carnet et j'ai écrit « Il y a des blessures qui ne saignent pas. Elles vous remodèlent, tout simplement. » Lundi, je suis restée à la maison. Non pas par fatigue, même si je l'étais. Non pas à cause des corvées, même si j'en avais. Je suis restée à la maison parce que je voulais savoir ce que c'était que le silence quand on ne le force pas. Il a plu ce matin-là. Une pluie constante et purificatrice. Le genre de pluie qui donne envie d'allumer une bougie sans raison. C'est ce que j'ai fait. Un parfum de cannelle émanait d'un tiroir que j'ouvrais rarement. J'ai préparé du thé, non par habitude, mais par choix, et je me suis assise près de la fenêtre, mon tricot sur les genoux. Le pull pour Lucie était presque terminé. Il ne restait que l'ourlet et les boutons. À midi, j'ai vérifié la boîte aux lettres. C'était surtout par habitude. Des factures, du courrier indésirable, un prospectus sur la réparation du toit, puis une enveloppe bleu pâle sans adresse de retour. À l'intérieur, une carte pliée, simple à l'extérieur. À l'intérieur, l'écriture de Sandra. Linette, j'aimerais bien qu'on discute de tes récentes décisions quand tu seras prête. Je crois que des malentendus ont causé des dégâts. J'espère qu'on pourra arranger les choses, Sandra. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai remis dans l'enveloppe et je l'ai glissé sous la pile de coupons que je n'utiliserai jamais. Il n'y avait pas de « je suis désolé », non, on t'a blessé, juste des malentendus, comme si j'avais égaré un reçu, et non pas été mis à l'écart de ma propre vie. En milieu d'après-midi, le téléphone a sonné. Ni Jeff, ni Sandra, Lucie. « Salut, grand-mère, dit-elle. Sa voix était plus douce que d'habitude, prudente. Papa est rentré très discrètement hier. Il t'a dit qu'il était venu? Oui. Il avait l'air d'avoir traversé une épreuve. J'ai souri faiblement. C'est vrai. Elle est restée silencieuse un instant. Il a dit que tu étais différente. Je suis différente. Comment? J'ai arrêté de croire qu'aimer quelqu'un signifie se perdre. Lucie s'est tue à nouveau, puis lentement. Je suis contente que tu ne te sois pas perdue pour moi. J'ai laissé cela reposer entre nous pendant un long moment. Après avoir raccroché, je suis retournée au salon. Il commençait à faire sombre, les nuages étaient épais et argentés. J'ai allumé une autre bougie, j'ai entr'ouvertes les fenêtres et j'ai laissé la brise emporter l'odeur du trottoir mouillé et du pain. J'ai repensé aux mots de Sandra, au silence de Jeff, à la façon dont certains s'excusent avec des mots tandis que d'autres laissent la porte entr'ouverte et attendent. Mais je n'attendais plus.
À la place, j'ai trouvé l'enveloppe manille de Gerald Monroe, mon avocat. Les documents de fiducie étaient là, notariés, définitifs. Je les ai tenus. Pendant un instant, non pas comme une arme, mais comme un bouclier. J'avais quelque chose à moi maintenant. Pas seulement de l'argent, mais aussi des limites, une direction. Un nouveau chapitre qui ne commençait pas avec les besoins de quelqu'un d'autre. Ce soir-là, j'ai sorti une vieille boîte à chaussures du haut du placard. Elle contenait toutes les lettres que j'avais écrites et jamais envoyées. La plupart à Jeff. Quelques-unes, il ne l'a jamais fait. Je la préférais maintenant, en vérité. Envahie par la végétation, indisciplinée, libre. J'étais en train de tailler les feuilles mortes d'une fougère en pot quand la sonnette a retenti à nouveau. Ni Jeff, ni Lucie, Sandra. J'ai ouvert la porte sans un mot. Elle se tenait là, vêtue d'un blazer bleu marine et de chaussures qui semblaient chères et inconfortables. Elle tenait un sac en papier blanc à la main. « J'ai apporté des scones, a-t-elle dit. De la boulangerie que tu aimais. » Je me suis écartée. Elle est entrée lentement, prudemment, comme quelqu'un qui entre dans un musée. Son regard a balayé la maison, non pas pour la juger, mais pour l'observer. Cela faisait probablement 3 ans qu'elle n'était pas venue. « Je ne suis pas venue pour discuter, a-t-elle dit en posant le sac sur le comptoir de la cuisine. Je me suis juste dit qu'on pourrait peut-être parler. Je ne lui ai pas proposé de thé. Je ne lui ai pas demandé de s'asseoir. Elle s'est éclaircie la gorge. Jeff est contrarié. Je pense qu'il essaie, mais il ne sait pas toujours comment. J'ai hoché la tête. Moi non plus, certains jours. Sandra a hésité. J'ai lu ton mot. Celle du testament. Lucie me l'a montré. Ça m'a surprise. Je ne savais pas qu'elle m'avait demandé de la lire, dit Sandra rapidement. Elle a dit que je devais le faire. Nous sommes restées silencieuses. Elle paraissait plus petite que d'habitude. Ou peut-être que je ne rapetissais plus. Je sais que je ne t'ai pas bien accueillie, dit-elle au bout d'un moment. Je n'ai jamais été douée pour ça. Je n'ai pas grandi dans la proximité. Je n'ai jamais su partager l'espace avec quelqu'un qui n'attend rien. Je ne m'attendais à rien au début, dis-je. Juste à être incluse. Sandra baissa les yeux. C'est juste. Elle fouilla dans son sac et en sortit un morceau de papier plié, un mot de sa main. J'ai écrit ça hier soir, non pas parce que je pense qu'une lettre résout tout, mais parce que tu mérites peut-être de me voir essayer. J'ai pris le mot et l'ai posé sur la table sans l'ouvrir. Non pas par froideur, mais parce que je n'étais pas encore prête à la croire. Peut-être plus tard. Je suis désolée, ajouta-t-elle, la voix plus faible maintenant. Pour toutes les petites choses que je t'ai fait sentir moins bien. Je m'en suis souvenue. Pour toutes les petites choses. Elle est partie discrètement après ça. Pas de câlin, pas de promesse, juste une sortie silencieuse et un rapide coup d'œil, presque craintif, par-dessus son épaule, comme si elle ne savait pas si je la rappellerais ou si je la laisserais partir. Je ne l'ai pas rappelée, mais je suis restée assise à table à contempler son mot pendant un long moment. Plus tard dans la journée, Lucie est revenue. Elle n'a pas mentionné la présence de Sandra. Visite. Au lieu de cela, elle a sorti un livre et a commencé à lire à voix haute pendant que je terminais la dernière maille de son pull. Au coucher du soleil, l'ourlet était terminé. Je n'ai jamais rien fait spécialement pour moi, a-t-elle dit en l'enfilant. Il était un peu ample, comme elle aimait. Elle a tourné une fois devant le miroir du couloir. On dirait que quelqu'un m'aime. C'est vrai, ai-je dit doucement. Elle m'a alors serré dans ses bras, pas poliment, pas brièvement, pleinement, comme si je n'étais pas quelqu'un de fragile, mais quelqu'un de solide. Lorsqu'elle est partie, j'ai enfin ouvert la lettre de Sandra. Elle n'était pas longue, juste quelques lignes écrites de son écriture soignée. Je crois que j'ai eu peur de toi, d'avoir besoin de toi, qu'on me rappelle que je n'ai pas construit cette famille seule, mais que tu as toujours été là.
Et je vois maintenant que ce n'était pas ta présence qui m'a bouleversée. C'était ta grâce, et le peu que j'offrais en retour. Mercredi était le jour où j'allais habituellement à l'épicerie de Maple et Fifth, un petit endroit où le personnel se souvenait encore de moi. J'ai pris mon nom et j'ai emballé les sacs avec soin. Mais cette fois, je suis resté plus longtemps que d'habitude dans l'allée des céréales, à contempler une boîte de granola que Jeff aimait tant. J'en achetai 2 à la fois, une pour moi, une pour leur garde-manger. Je l'ai remise sur l'étagère. En rentrant, j'ai trouvé une enveloppe glissée dans ma moustiquaire. Mon nom de la main de Jeff. Pas de timbre, pas d'adresse, juste du papier plié par une main que je connaissais mieux que la mienne. Je ne l'ai pas ouverte immédiatement. Je l'ai laissée sur la table de l'entrée, à côté de la lampe qu'il avait cassée à 9 ans et recollée avec de la colle pailletée de l'école. À la place, j'ai fait de la soupe. Des poireaux aux pommes de terre. C'était celle que Lucie réclamait toujours en hiver, même si on était au milieu du printemps. Je l'ai coupée en dés lentement, méthodiquement. Chaque bruit dans la cuisine, le couteau, le mijotage, le bourdonnement discret du réfrigérateur, me semblait plus fort que d'habitude, comme si la maison respirait à nouveau. Après le dîner, je me suis assise à la table à manger avec l'enveloppe devant moi. Je l'ai ouverte. Maman, ça a commencé. J'ai beaucoup réfléchi à ce que tu as dit et à ce que tu n'as pas dit. J'aimerais t'expliquer, mais j'ai peur que les explications ressemblent à des excuses, et je sais que tu en as assez. Il avait raison. Je crois que j'ai laissé les limites de Sandra devenir les miennes. J'ai laissé notre rythme devenir un mur entre nous. Je me disais que je te protégeais des tensions, mais je ne faisais que me donner du temps pour mon confort. J'ai failli à ta tâche. Une partie de moi, encore toute petite, encore meurtrie, avait envie de pleurer, mais je ne l'ai pas fait. Ça me manque d'être ton fils. Enfin, vraiment, d'être ton fils. Pas seulement celui qui appelle 2 fois par mois ou qui vient quand il a besoin d'aide. Je pensais à mon enfance et à la sécurité que je ressentais à tes côtés. Cette sécurité ne venait ni de l'argent ni des repas. Elle venait du fait que tu ne refusais jamais rien. Ni ton temps, ni ton attention, ni ton amour. Et j'ai tout refusé en retour. Cette phrase m'a arrêté. Je l'ai relue. Je veux reconstruire quelque chose avec toi. Je ne sais pas comment, mais si tu me le permets, j'aimerais essayer. Non pas parce que je veux récupérer ce que j'ai perdu, mais parce que je veux apprendre à donner comme tu l'as fait, même si c'est tard. Ça s'est arrêté là. Pas de signature. Pas d'amour, Jeff. Juste cette seule phrase, même si c'est tard. Je l'ai pliée en 2 et je l'ai mise dans la boîte à chaussures avec les autres. Non pas pour l'enterrer, mais pour la garder près de moi. Cela n'a pas effacé le passé, mais cela signifiait que le silence allait peut-être enfin se briser. Cette nuit-là, j'ai rêvé du jardin tel qu'il était autrefois. Jeff a 7 ans, chassant les lucioles. Lucie, plus petite dans une robe à poche, applaudissait quand une porte atterrissait dans sa paume. Je restais sur le porche à observer. Il n'y avait pas de clôture, juste de l'herbe, de la lumière et une brise douce. À mon réveil, l'air était encore chaud, et je n'avais pas peur d'espérer. Jeudi après-midi, une visite inattendue m'attendait. Je pliais du linge dans le bureau quand j'ai entendu frapper. 2 coups secs, puis un plus doux, comme si quelqu'un se demandait s'il devait être là. J'ai ouvert la porte, m'attendant à voir Lucie, ou peut-être même Jeff à nouveau. Mais c'était ma voisine, Myriam. Elle et moi partagions une clôture depuis plus de 30 ans, échangions des tomates et des ragots à parts égales, mais nous nous sommes éloignés ces dernières années. Je ne crois pas que nous ayons eu une vraie conversation depuis le décès de son mari. J'ai vu quelqu'un glisser une lettre chez toi hier, a-t-elle dit en entrant sans attendre. On dirait pas du courrier indésirable. Ce n'en était pas un, ai-je répondu en désignant la cuisine. Elle était assise à table comme si elle n'avait jamais cessé de le faire, les coudes appuyés sur le bois usé. Son regard était toujours vif, même si ses cheveux étaient devenus plus blancs que les miens. Et alors,
demanda-t-elle. Je lui servis du thé. Et alors? Il s'est excusé? Je haussai un sourcil. Tu le savais. Myriam renifla. Lynette, on a toutes les deux vécu trop longtemps pour ne pas remarquer que nos enfants ont cessé de nous regarder. Ils ont cessé d'avoir besoin de nous. Oui, mais pire, ils ont cessé de nous respecter. C'est plus dur à supporter. J'étais assise en face d'elle, soudain à nouveau âgée de 12 ans, sous les sermons de quelqu'un qui savait mieux que moi. Je ne te l'ai jamais dit, continua-t-elle. Mais mon fils m'a demandé un jour de vendre ma maison et d'emménager dans une structure adaptée à son âge. Il a dit que ce serait plus facile pour tout le monde. Tu sais ce que j'ai dit? Je secouai la tête. Je t'ai essuyé le derrière pendant 3 ans. Tu peux me laisser mourir chez moi. Elle sourit, imperturbable. Il n'en reparla plus. J'éclatai de rire. Le premier grand rire depuis des jours. C'était étrange sur mon visage. Elle se pencha en avant, sa voix plus douce. Tu as fait ce qu'il fallait. Quoi que ce soit, tu l'as fait. Je l'ai vu dans tes yeux. Tu ne te rétractes plus. J'ai senti quelque chose se calmer en moi. Puis, une confirmation. Non pas que j'avais raison, mais que j'étais réelle, visible, pas ridicule, pas dramatique. Juste une femme qui reprenait enfin sa vie. Après le départ de Myriam, j'ai enfilé un cardigan et je suis sortie. Le jardin était envahi par la végétation, certes, mais certaines parties étaient encore fleuries. Je me suis agenouillée lentement, les genoux en colère, et j'ai déblayé un carré d'herbes folles autour des lys. Elles étaient têtues, ces fleurs. Revenant année après année, aussi négligées soient-elles, j'essuyais la terre de mes paumes lorsque j'ai aperçu Lucie debout près de la clôture. Besoin d'aide? A-t-elle appelé? Elle a franchi le portail sans attendre de réponse, 2 chopes de limonade à la main. Nous étions assises sur les marches du porche, moites par l'air printanier, à regarder la lumière s'étendre sur toute la cour. Papa m'a dit que tu avais lu la lettre, a-t-elle dit doucement. J'ai hoché la tête. Elle ne m'a pas demandé ce que j'en pensais. Elle a juste attendu. Il essaie, dis-je finalement. Je ne sais pas si c'est suffisant, mais c'est plus que rien. Lucie tourna sa tasse entre ses mains. Parfois, les gens commencent tard. Ça ne veut pas dire qu'ils ne devraient pas avoir le droit de commencer. Je la regardai. Elle avait la même inclinaison dans la tête que Jeff avait à son âge. Ce mélange de doute et d'espoir. Ai-je trop donné? J'ai plus demandé au ciel qu'à elle. Lucie ne répondit pas tout de suite. Puis, lentement, on a donné ce qu'on avait. Ce n'est pas la même chose que donner trop. Nous sommes restés assis là jusqu'à ce que le soleil se couche. Avant de partir, Lucie m'a embrassé sur la joue et m'a dit « Tu es mon modèle, grand-mère. » Et, d'une certaine manière, c'était plus important que tout ce que j'avais entendu de la semaine. Vendredi avait commencé comme la plupart des jours. Le thé, les mots croisés, les pantoufles que je refusais de remplacer. Mais quelque chose semblait différent. L'air dans la maison était plus léger. Ou peut-être était-ce juste moi. Je n'avais pas bien dormi, mais je ne me sentais pas fatiguée. Quelque chose sous ma peau vibrait comme un courant tranquille. De l'anticipation, peut-être, ou de la préparation. À 21h, la sonnette retentit. Jeff encore. Il se tenait là, un sourire prudent, un sac en papier à la main. Café et muffins, dit-il. De cet endroit sur Sycamore que tu aimais bien. Tu t'en souviens, dis-je. Il grimaça légèrement. Lucie me l'a rappelé. Je le laissai entrer. Il se déplaça plus lentement cette fois, comme pour ne pas s'imposer. Il jeta un coup d'œil aux meubles comme s'ils avaient changé depuis sa dernière visite. Ce n'était pas le cas, mais quelque chose en lui, si. J'ai réfléchi, dit-il tandis que nous nous asseyions, à ce que tu as dû ressentir ces dernières années. Je ne l'interrompis pas. Il avait besoin de le dire à sa façon.
Je crois que je te tenais pour acquis, continua-t-il. Peut-être que je pensais que tu serais toujours là, et peut-être que je ne voulais pas affronter à quel point j'avais encore besoin de toi. Il marqua une pause. Je sais que j'ai dit que tu n'étais pas une priorité, et c'était cruel. Ce n'était même pas vrai. Pas vraiment. C'était juste pratique. Je le regardais. Vraiment. Ce n'était pas le garçon que j'avais élevé, mais ce n'était pas non plus l'homme dont je m'étais éloigné. Quelque part entre les deux, essayant de choisir qui il voulait être. Je veux commencer à être là, dit-il. Pas pour l'argent, pas quand les choses se gâtent, juste parce que tu comptes pour moi. Je ne répondis pas tout de suite. Je cassai le muffin en deux. Au citron et graines de pavot, celui que je faisais le dimanche quand il était petit. Tu n'as pas le droit de faire un discours et d'effacer la dernière décennie, dis-je doucement. Je sais, mais tu peux revenir discrètement, à plusieurs reprises. C'est comme ça que la confiance se rétablit. Il hocha la tête. Ses yeux étaient vitreux. Je lui servis du thé. C'était la première fois depuis des années que je faisais ça sans me sentir obligée. Nous passâmes le reste de la matinée à parler de tout et de rien. Le nouveau chien du voisin. Une fuite de toit qu'il était enfin en train de réparer. Le projet de Lucie de postuler pour des études supérieures. Des choses ordinaires, des choses douces. En partant, il s'arrêta à la porte. Je sais que tu as modifié le testament, dit-il. Je croisai son regard. Je ne suis pas venu te demander de le modifier à nouveau. J'ai haussé un sourcil. Je suis venu te demander si, un jour, quand tu seras prêt, nous pourrions parler de ce que signifie y gagner une place. Cela m'a stupéfié plus que n'importe quelle excuse. Plus tard, je me suis assis à mon bureau et j'ai ouvert le tiroir qui contenait les documents mis à jour. Je n'y ai pas touché. J'ai juste regardé le dossier, puis je l'ai refermé. Ce soir-là, j'ai préparé le dîner pour une personne, mais j'ai mis 2 couverts, non pas parce que j'attendais quelqu'un, mais parce que je ne me réduisais plus à une chaise vide. Le samedi arriva avec le soleil et le chant des oiseaux, le genre de matinée qui passait autrefois inaperçu. Je me suis assis sur la véranda, mon café enveloppé dans le châle bleu que je n'avais pas porté depuis les funérailles d'Harold. Je l'avais gardé enfoui dans le tiroir du bas pendant des années, comme si la douceur m'était interdite. Mais aujourd'hui, j'en avais envie. Je voulais sentir le poids de quelque chose qui m'avait autrefois soutenu dans mes chagrins. Et qui maintenant, discrètement, me soutenait dans autre chose. Vers 10 heures, Lucie est arrivée. Elle portait une petite boîte en carton. Des photos, a-t-elle dit en souriant. On fait un diaporama pour mon projet de fin d'études, et je me suis dit que tu aurais peut-être les meilleurs. Je l'ai laissée entrer et nous nous sommes assis en tailleur sur le sol du salon comme si elle avait à nouveau 6 ans. Elle a ouvert la boîte et a commencé à trier. Moi tenant bébé Jeff. Jeff dans un costume d'Halloween trop grand pour lui. Harold dans son jean taché de peinture près du vieux hangar. Grand-mère, a-t-elle dit en brandissant une photo. Qui est-ce avec toi? C'était moi. Cheveux plus longs, sourire fatigué mais doux, debout à côté d'une jeune femme en uniforme d'infirmière. C'est mon amie Elma. J'ai dit qu'on s'entraînait ensemble. Elle a déménagé il y a des années. En Arizona, je crois. Tu avais l'air heureux. J'étais fatigué, mais oui, heureux. Lucie fixait la photo. Tu étais une personne entière avant papa et moi, hein? Ça m'a fait rire. Oui, je l'étais. Elle marqua une pause. J'oublie ça parfois. La plupart des gens le font. C'est pourquoi il faut le leur rappeler doucement, fermement. Elle hocha la tête. Nous avons passé 2 heures à feuilleter des souvenirs. Quand elle est partie, elle m'a serré dans ses bras comme elle l'avait fait auparavant, fort et sûr de lui. Plus tard dans la journée, je suis allé au placard et j'ai sorti la boîte étiquetée vieille correspondance. Je ne l'avais pas ouverte depuis des années. À l'intérieur se trouvaient des lettres d'Harold, des cartes postales d'Alma,
des mots de remerciement de patients que j'avais aidés en tant qu'infirmière. J'en ai lu un d'une femme nommée Patricia, daté de 1989. Tu étais assise auprès de ma mère quand personne d'autre ne le faisait. Tu lui as apporté la paix. Je ne l'oublierai jamais. J'ai serré la carte contre ma poitrine. J'avais oublié cette version de moi. Celle qui n'était ni une mère ni une banque, juste une main ferme dans la tempête de quelqu'un d'autre. Ce soir-là, après le dîner, j'ai reçu un texto de Jeff. Ça te dirait de passer demain matin pour aider au jardin? J'ai fixé l'écran. Tu peux m'aider? J'ai besoin de quelque chose. Je peux t'aider. C'était simple, bref, mais important. J'ai répondu. Apporter des gants. Les lys sont têtus cette année. J'ai éteint les lumières tôt et me suis assis près de la fenêtre. Dehors, un léger vent agitait les branches, et quelque part, un hibou a crié une fois, puis s'est tu. J'ai réfléchi à ce que signifiait être nécessaire, et à ce que signifiait être choisi. Le dimanche matin est arrivé, vif et lumineux, le genre de lumière qui adoucit même la poussière. J'étais déjà dehors quand Jeff s'est arrêté, les genoux dans la terre, un chapeau à large bord me protégeant le visage, les gants de jardinage collés par le bêchage matinal. Il est sorti de la voiture avec ses propres gants, et pour une fois, il n'avait pas l'air d'un homme sur le point de faire quelque chose d'inconfortable. Il ressemblait à un fils. J'ai apporté du paillis, dit-il en sortant 2 sacs du coffre. Je me suis dit qu'il était temps. Je n'ai pas commenté son geste. J'ai juste hoché la tête et pointé du doigt le carré près de la clôture. Nous avons travaillé côte à côte pendant près d'1 heure. Pas de musique, pas de bavardage, juste quelques instructions occasionnelles. Ce n'est pas une mauvaise herbe ou « attention aux racines ». J'ai été surpris de la rapidité avec laquelle nous avons trouvé le rythme. Ses mains, bien que moins expérimentées, bougeaient avec effort. Il ne demandait pas de compliments. Il ne consultait pas son téléphone. Quand nous nous sommes arrêtés pour arroser, je lui ai tendu un verre et je me suis assis sur la marche du porche. Tu te souviens quand tu as planté une rangée de carottes et que tu as oublié de les étiqueter? Ai-je demandé. Il a souri. J'ai cru que c'était des mauvaises herbes et je les ai arrachées. Tu as pleuré pendant 1 heure. Il a ri en essuyant la sueur de son front. Tu m'as laissé croire pendant des semaines qu'elle n'avait tout simplement pas encore germé. Je ne voulais pas que tu aies l'impression d'avoir échoué. Il s'assit alors à côté de moi, un peu plus près qu'avant. Tu m'as toujours couvert, dit-il doucement. Même quand tu n'aurais pas dû. Je ne répondis pas. Pas un mot. Après un long moment, il dit, je ne veux plus de ça. Je veux voir les choses telles qu'elles sont, même quand c'est inconfortable. Cela comptait plus que n'importe quelle excuse. Plus tard, pendant qu'il arrachait les mauvaises herbes, je taillais le lierre grimpant. Le soleil était plus haut et l'air était plus chaud, mais pas lourd. J'avançais plus lentement qu'avant, mais je ne me sentais pas vieille. J'étais stable. Quand nous eûmes fini, il se leva et regarda le jardin. Ça revient, dit-il. Ça a toujours été là, répondis-je. J'avais juste besoin d'espace pour respirer. Il hocha la tête, puis demanda, on peut recommencer la semaine prochaine. Je le regardai. Tu veux? Oui, dit-il. Je veux. Cet après-midi-là, après son départ, je pris une douche et enfilai une robe que je n'avais pas portée depuis des années. Un vert pâle en coton doux. J'ai laissé mes cheveux sécher au soleil et je me suis assise près de la fenêtre ouverte avec un carnet propre. Sur la première page, j'ai écrit « Aujourd'hui, mon fils a travaillé à mes côtés. Pas parce qu'il y était obligé, pas parce que je l'avais demandé, mais parce qu'il le voulait. Il y a une différence entre être utile et être valorisé. Je l'apprends tard, mais je l'apprends. » J'ai fermé le carnet et l'ai rangé dans le tiroir du bureau, à côté des papiers de fiducie et de la lettre de Sandra. Ce soir-là, Lucie a appelé. J'ai vu les chaussures de papa dans le garage. Boueuses,
a-t-elle dit, taquine. Il a aidé au jardin, lui ai-je dit. Elle est restée silencieuse un instant. Bien. Je pense qu'il en avait besoin. Moi aussi. Nous avons discuté un moment. Rien de profond, rien de dramatique, juste ce qu'il fallait. Avant de raccrocher, elle a dit, grand-mère. Oui, je crois que tu deviens quelqu'un d'autre. Non, ai-je dit. Je crois que je redeviens celle que j'étais avant de m'oublier. Dehors, la lumière s'est estompée. Les lys près de la clôture en capturèrent le dernier, courbé, mais épanoui. Le lundi arriva avec une résolution tranquille. Je passai la matinée au grenier, chose que je n'avais pas faite depuis des années. L'échelle craqua sous moi. Une épaisse poussière flottait dans les rayons du soleil, et des cartons s'alignaient sur les murs comme de vieux amis que j'avais connus et que j'avais cessé d'appeler. Je ne savais pas trop ce que je cherchais. Peut-être rien. Peut-être juste la preuve que ma vie avait des racines. Je trouvai un carton étiqueté « École Jeff ». À l'intérieur, des certificats d'orthographe B, une voiture de course de Pinewood Derby, des dessins de maisons de guingois étiquetés « Maison ». J'étais assis en tailleur par terre, tenant un portrait au crayon. 3 silhouettes se tenaient la main. L'une était clairement moi, cheveux courts, robe triangle. L'une était Jeff. La troisième était Harold. Jeff l'avait dessiné, même si Harold était déjà parti. Les enfants dessinent ce qu'ils souhaitent. Sous les papiers, je trouvai une carte d'anniversaire dont je ne me souvenais plus. Elle était signée. Merci pour tout, maman. Je sais que je ne le dis pas assez. Pas d'année, pas d'enveloppe. Juste ça. Je l'ai tenue avec précaution. Ce n'était pas tout, mais c'était quelque chose. En bas, le téléphone a sonné. J'ai laissé le répondeur décrocher. La voix de Myriam a empli la pièce. Lynette, je vais au centre communautaire plus tard. Il y a une conférence sur l'aide juridique. Tu as parlé de revoir tes documents. Fais-moi signe si tu veux venir. Je n'avais pas besoin de conseils, mais j'ai apprécié l'offre. Les gens commençaient à me revoir. Moins fragile, plus comme une ombre dans sa propre maison, comme une personne. Cet après-midi-là, j'ai ouvert le dossier de fiducie. Tout était en ordre. Le nom de Lucie était clair, ferme. Il y avait des clauses pour les soins de santé, les imprévus, les délais. J'avais fait ça avec soin, mais maintenant je voulais faire autre chose. J'ai appelé Gérald, mon avocat. J'aimerais ajouter une clause, lui ai-je dit. Un addendum, il m'a demandé de quel genre. Une lettre, ai-je dit. Pas juridique, juste personnel. Je veux que ce soit joint au document. Quelque chose que Lucie lira un jour. Pas maintenant, plus tard. Quand ça comptera. Il n'a pas posé de questions. Il a juste dit, apporte-le quand tu seras prête. Alors, j'ai écrit à Lucie. Tu as mon nom, ma voix, mon silence. Tu as ma force, même si tu ne la ressens pas toujours. Je veux que tu saches que rien de tout cela, cette maison, ce choix, cet héritage, n'est censé te peser. C'est pour te rappeler que tu as toujours été celle qui m'a vue entière. Quand d'autres ont été démantelés, tu es restée tendre. Et de cette douceur, j'ai trouvé quelque chose de plus fort que ce que je pensais avoir. Continue à choisir l'amour qui ne coûte rien. Et pose des limites là où l'amour attend une récompense. Et n'oublie jamais que tu as été mon tournant. Non pas parce que je t'ai donné, mais parce que tu as donné en retour. J'ai signé de mon nom complet. Ni grand-mère, ni maman, juste moi. Ce soir-là, je me suis assise à nouveau près de la fenêtre. Pas de bougie cette fois. Pas de stylo, juste le bruit du vent dans les arbres et une sensation que je n'avais pas ressentie depuis des années. Comme si j'étais prête, non pas à lâcher prise, mais à avancer. Dehors, le jardin poussait sauvagement et verdoyant, comme je l'aimais. Un peu emmêlé, un peu têtu, mais vivant.
Le mardi arriva avec un ciel doux et une brise qui sentait le lilas et quelque chose de plus ancien, comme un souvenir dont on ignorait qu'il était encore là. Je me suis réveillée tôt, non pas par agitation, mais par quelque chose de plus calme, une envie de se préparer. Je n'avais rien à faire. Et pourtant, je me suis habillée avec soin. Une jupe longue, un chemisier clair, de petites boucles d'oreilles que je n'avais pas portées depuis la remise des diplômes de Lucie au collège. Je sirotais un café près de la fenêtre quand la sonnette retentit. Pas un visiteur cette fois, une livraison. Une petite boîte avec mon nom et aucun mot. Je la rapportai à l'intérieur, la posai sur la table et l'ouvris lentement. À l'intérieur, il y avait une photo encadrée de Jeff, peut-être 10 ans, assis sur mes genoux. Nous rions tous les deux, un vrai rire, pas posé. Je ne me souvenais pas de la photo prise, mais je me souvenais du moment, de la façon dont il s'est penché vers moi, comme s'il croyait encore que je pouvais tout réparer. Il y avait autre chose sous le cadre, un morceau de papier plié. Je l'ai déplié. J'ai trouvé ça dans un tiroir que je n'avais pas touché depuis des années. Je voulais que tu l'aies. Pas parce que ça compense quoi que ce soit, juste parce que c'est vrai. Et je pense que nous avons tous les deux besoin de vrai. Pas de signature, juste ça. Je suis restée assise un long moment avec cette photo sur mes genoux, mes doigts enroulés autour du cadre comme s'il allait se briser. Je n'ai pas pleuré, mais j'ai eu le souffle coupé une fois, et je l'ai laissé faire. Plus tard dans la journée, j'ai décidé de préparer le dîner. Pas parce que quelqu'un allait venir, pas pour prouver quoi que ce soit, juste pour le plaisir. J'ai rôti du poulet, fait des biscuits maison, j'ai même sorti les conserves de l'étagère du fond que je gardais depuis des années. La maison sentait comme si quelque chose de chaud guérissait. À 17 heures, le téléphone a sonné. « Salut », dit Jeff. Lucie et moi nous demandions si on pouvait passer un moment. On ne restera pas longtemps. J'ai regardé les 2 couverts sur la table, puis la casserole sur le feu. « Tu resteras dîner », ai-je dit. « J'en ai trop fait. » Il y a eu un silence. Puis, « Ok, merci. » Ils sont arrivés 1 heure plus tard, tous deux avec quelque chose à la main. Jeff avait un panier d'herbes fraîches. Lucie a apporté un carnet et me l'a tendu. « J'ai commencé à écrire sur toi », a-t-elle dit, les joues légèrement roses. Pas comme un personnage, comme une présence, une constante. Je ne savais pas quoi dire, alors je l'ai juste tenu. Le dîner fut simple, calme, bon. Nous n'avons pas parlé de testament, d'argent ou de la longue ombre qui nous séparait. Nous avons parlé de nourriture, de livres et du jardin. Jeff m'a demandé comment j'avais obtenu un biscuit si léger. Je lui ai répondu que c'était juste du beurre froid et sans trop réfléchir. Après, Lucie aida à faire la vaisselle en fredonnant doucement. Jeff sortit sur le porche. Quand je le rejoignis, il était debout, les mains dans les poches, regardant le jardin. « Tu as déjà pensé, dit-il, qu'on avait peut-être oublié comment se tendre la main. » Je ne répondis pas tout de suite. Puis on ne l'oublia plus. On en avait juste assez de se tendre la main sans se rencontrer. Il hocha lentement la tête. « Je veux m'améliorer. »« C'est vrai, Jeff. Tu commences à l'être. » Il se tourna vers moi. Une lueur proche de la paix brillait dans ses yeux. « Je sais que j'ai perdu des choses, dit-il. Et je sais que je ne peux pas les réclamer simplement parce que j'ai changé d'avis. Mais si jamais tu sens qu'il y a de la place, je t'en serai reconnaissante. » Je le regardai. Cet homme adulte que j'avais baigné, nourri, défendu, puis éloigné. « Il y a de la place, dis-je. Mais pas celle qu'on remplit par accident. Celle qu'on gagne en restant, acquiesça-t-il. Avant leur départ, Lucie m'a serré dans ses bras comme toujours. Entière, sans réserve, sans réserve. Jeff m'a serré dans ses bras aussi. Pour la première fois depuis longtemps, ce n'était ni raide ni hésitant. C'était l'étreinte d'un fils. Après que la porte se soit refermée derrière eux, je suis restée dans la cuisine, encore un peu chaleureuse.
J'ai pris le carnet de Lucie et l'ai ouvert à la première page. Elle n'est pas un symbole. Elle n'est pas un fantôme. Elle est le souffle entre les générations, le silence qui soutient le poids, et la main qui ne lâche jamais le fil. J'ai refermé le livre, le cœur rempli d'une émotion que je n'avais pas ressentie depuis des décennies. Demain, j'irai à la poste. J'avais une lettre pour Gérald, sans rien changer, juste pour ajouter une clause supplémentaire. Au cas où il reviendrait vraiment à la maison, pas seulement pour me rendre visite, mais pour rester. Je voudrais laisser la porte ouverte. Mercredi matin, je me suis réveillée avec la lumière qui éclairait déjà le sol. Pas d'alarme, pas de plan, juste une grande inspiration et le rythme régulier de mes pas tandis que je parcourais la maison. J'ouvrais les fenêtres. Je changeais les draps. J'arrosais les lys. Cela ressemblait à une cérémonie, même si personne d'autre ne l'aurait perçu ainsi. En milieu de matinée, je me rendis à la poste avec la lettre pour Gérald. Une dernière modification des documents. Non pas pour modifier le testament, mais pour l'élargir, pour reconnaître quelque chose de vivant. Ni pour pardonner, ni pour revenir sur sa décision, juste pour la possibilité. Le caissier derrière le comptoir était jeune et souriant. Il me demanda si j'avais besoin d'un suivi. Je lui répondis, non, tout n'a pas besoin d'être surveillé. Il y a des choses qu'on envoie et qu'on espère qu'elles arriveront. Sur le chemin du retour, je m'arrêtai au café du coin. Je ne m'y étais pas assis depuis des années. La serveuse ne me reconnut pas, mais elle me sourit gentiment lorsque je commandai. Je pris mon thé dehors, m'assis sous l'auvent vert délavé et regardai le monde défiler. À la table voisine, deux femmes de mon âge discutaient tranquillement. L'une d'elles parlait de sa fille, l'autre de son genou douloureux. J'écoutais, non pas par inadvertance, mais parce que le bruit des femmes âgées qui prenaient la place sans s'excuser me semblait sacré. De retour à la maison, j'ai enfilé des vêtements de jardinage et je suis sortie. Le jardin était en fleurs, pas proprement, pas parfaitement, mais pleinement. Les hortensias s'étaient épanouies. Les lys se balançaient au vent, comme s'ils attendaient que quelqu'un les remarque. Je me suis agenouillée près d'eux et j'ai enfoncé mes mains dans la terre. J'ai pensé aux années que j'avais données et à la façon dont j'avais été effacée. J'ai pensé au silence que j'avais ravalé, au dîner que j'avais préparé pour des gens qui ne disaient pas merci, au moment d'attente près d'un téléphone qui ne sonnait jamais. Et puis j'ai pensé à Lucie, à son rire, à son carnet, à sa présence silencieuse. J'ai pensé à Jeff, non pas comme au garçon que j'avais élevé, mais comme à l'homme qu'il essayait de devenir. Et je me suis considérée, non pas comme un personnage secondaire, non pas comme une obligation, mais comme une femme qui s'était reconquise au deuxième acte. Le soleil me réchauffait le dos. Je ne me sentais pas vieille. Je me sentais enracinée. Cet après-midi-là, j'ai fait un gâteau, un simple gâteau à la vanille. Je l'ai glacé avec ce que j'avais sous la main. Rien de sophistiqué. J'ai écrit un mot dessus, non pas avec du glaçage, mais avec une simple ligne de myrtille. Pourtant, parce que j'étais toujours là, toujours en devenir, toujours suffisante. Ce soir-là, j'ai mis la table pour quelqu'un. Non pas par solitude, mais par célébration. J'ai allumé une bougie. J'ai servi une part. Et j'ai écrit une dernière chose dans mon carnet. Il arrive un moment où l'on cesse de demander à être vu et où l'on commence à se voir soi-même. Je ne suis la réflexion de personne. Je ne suis pas une musique de fond dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Je suis la voix qui continuait de chanter quand la pièce se tut. À tous ceux qui lisent ceci, s'ils vous oublient, souvenez-vous de vous-même. S'ils ne vous aiment que lorsque vous êtes utile, prenez du recul. Si vous vous êtes déversé sur les autres jusqu'à être vide, asseyez-vous, reposez-vous, ressourcez-vous. Il n'est pas trop tard. Vous n'êtes pas trop. Vous n'avez pas fini. Vous êtes immobile. Et si cette histoire vous a touché, partagez-la. Envoyez-la à la femme qui a besoin de se souvenir d'elle-même. Laissez un commentaire. Identifiez une amie.
Faites en sorte que quelqu'un d'autre se sente reconnu. Parce qu'il est peut-être resté silencieux trop longtemps. Et peut-être qu'aujourd'hui est le jour où il recommence.